Bienvenue dans votre podcast Connexion, un espace où on met de côté le parent parfait pour revenir aux parents réels, authentiques. Ici, on parle vrai. On parle de ce qui se vit derrière les portes fermées, de ce que plusieurs ressentent, vivent, subissent, sans toujours oser le dire. Parce qu'au fond, être parent, c'est pas toujours simple, c'est pas censé l'être. Mon intention? Vous amener à vous arrêter, à réfléchir et surtout à vous reconnecter à vous, à votre enfant, à ce qui compte vraiment. Je pense que pendant longtemps, j'ai voulu devenir la personne dont j'aurais eu besoin quand j'étais petite. La personne qui rassure, la personne qui comprend, même quand il n'y a pas de mots, qui explique ce qui se passe à l'intérieur. Cette personne qui est là pour te rassurer, te prendre dans ses bras, te faire « Hey, chut, ça va bien aller, je suis là, tu es en sécurité. » Vous savez, ces bras qui sont réconfortants, sécurisants, malgré les tempêtes qui se produisent tout autour de toi. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, le premier d'une série de 4, je vais m'ouvrir à vous. Je vais vous raconter c'est qui Laetitia Adam, derrière la coach familiale, derrière l'hypnologue, derrière l'inventrice et la créatrice d'une application unique, développer son super toi. On lève les masques, on lève le rideau et je vous raconte mon enfance, mon adolescence, ma vie, mon parcours, par où je suis passée, pour vous permettre de comprendre que derrière celle qui vous accompagne, il y a un réel humain et que je comprends mieux que quiconque ce que vous traversez. J'ai envie de débuter ça par, là où l'endroit où tout a commencé en fait, mon petit frère, Jonathan. Jonathan, c'était comme un jumeau. C'est une partie de moi. Quand il est né, ma mère me disait souvent que j'étais une mini-maman pour lui. Je prenais soin de lui, j'étais avec lui, on faisait les 100 coups littéralement ensemble. Et il est passé près de la mort plus d'une fois, en fait, quand j'étais petite, jusqu'à ce jour fatidique. On habitait près des chutes Montmorency, en fait, sur la rue Montmorency, à Bois-Châtel, à Québec, Canada, pour ceux qui nous écoutent de l'Europe. C'était un duplex. Nous, on habitait la partie du haut et les propriétaires la partie du bas et on avait une grande piscine ovale à l'arrière de la cour. Cette journée-là, moi, je suis partie avec les voisins d'en bas me baigner chez des amis. Ma mère est partie faire l'épicerie, puis mon père est resté avec mon petit frère à la maison. Il a suffi d'un moment pour que tout bascule. Malgré toutes les sécurités qui ont été mises en place, l'échelle relevée, les verrous, je ne sais pas, dans les années 80, si vous replacez pour ceux qui ont 35, 40 ans et plus, les piscines hors terre à l'époque avaient des montants en métal tout le tour. Mais c'était quand même très haut là, pour un enfant de 2 ans et demi. Mon frère a réussi. Je ne sais pas par quel moyen. Mon père l'a jamais vu. En fait, l'a jamais entendu tomber dans la piscine. Le temps qu'il regarde autour de lui, cherche, qu'il monte dans l'appartement, qu'il regarde le carré de sable et qu'il ait enfin un déclic, piscine, il était au fond. C'est là que ma vie a basculé. Complètement. Je revois ma mère venir me chercher. Et en séance, avec Armelle d'ailleurs, que vous avez eu la chance de rencontrer au courant de quelques épisodes du balado Connexion. Il y a eu un déclic qui s'est fait dans l'accompagnement avec elle dans une des auto-hypnoses. Où est-ce que je me revois à 5 ans assise dans la voiture, derrière, ma mère est en panique, complètement désorientée, désorganisée. On le serait à moins. Et
et je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe. J'ai des souvenirs très précis, j'ai des bruits très précis dans la tête, mais je ressens surtout cette immense détresse, cette immense douleur de ma mère. Le soir, je l'entends encore hurler. Je suis debout dans l'appartement où ce qu'on était, il y a plein de gens et ma mère est en pleine détresse dans la douche, saoule. Et je me revois me dire: «Je deviens la mère de ma mère. Je dois être cette personne qui doit prendre soin d'elle». Vous imaginez même pas à quel point, puis peut-être que oui, peut-être que vous avez déjà vécu des événements traumatisants comme celui-là, à quel point les enfants ont une réceptivité, une connexion avec leurs parents. Quand vous allez pas bien, ils ne vont pas bien. Vous ressentez votre douleur, votre stress, votre énergie négative, votre fatigue. Je me revois tout prendre ça dans mon petit corps. Ça a été le début d'un long cauchemar. S'ensuit, de l'incompréhension, ça c'est certain. Je comprends pas ce qui se passe. Je me revois à l'enterrement de mon frère avec mon petit frère dans son petit cercueil, bien habillé. Et du haut de mes 5 ans, je comprends pas. Moi, je pense qu'il fait dodo. Puis là, j'essaye de décoller ses petits doigts qui sont, cousus ou collés, je sais pas. J'essaie juste de je m'entends lui dire: «Viens, on va aller jouer, lève-toi, on va aller acheter des bonbons» et je réentends le silence. Ouais. Mon petit frère, c'était c'était toute ma vie, en fait et j'ai perdu à ce moment-là une partie de moi, comme si c'était mon jumeau. Je venais de perdre une partie de moi, qui, je vous rassure, ne m'a jamais quittée. Je l'ai toujours gardé très précieusement à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tête, de mon cœur, mais sa présence, son corps physique n'était plus là à mes côtés pour participer à mes nombreuses folies, mes nombreux jeux. Donc j'ai été un an là à pleurer, à rester en silence toute seule, regarder dans le vide. Ma mère me l'a dit qu'il y a un psychologue qui m'a vue, mais personnellement, je m'en souviens pas. Ensuite, ben, s'ensuit le déménagement et les chicanes de mes parents que j'entends le soir et que je comprends pas pourquoi. Donc, comme je suis pas bien, je vais prendre un bain pour me rapprocher. On comprend pas, hein, du haut de nos 4, 5, 6 ans, quand nos parents chicanent puis qu'on entend crier fort, on comprend pas les mots qui sont nommés. On comprend la détresse. On comprend l'émotion qui est qui est là, qui est tangible, qui est palpable et qu'on prend dans notre petite éponge, puis qu'on sait pas quoi faire avec ça parce que ça remplit notre bouteille d'eau émotionnelle, notre système nerveux. Aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots dessus. Mais à l'époque, pour essayer de réduire ça, ben, je faisais diversion, donc j'allais me faire couler un bain en pleine nuit. Ça arrêtait la chicane. Mes parents venaient me voir. Jusqu'au jour où est-ce qu'il y a le moment fatidique, où est-ce que ma mère, en pleine nuit, vient me voir puis qui me demande: «Avec qui tu veux vivre?» Vous savez pas à quel point c'est déroutant, angoissant pour un enfant de se faire nommer ces mots-là. Peut-être vous l'avez peut-être vécu vous-même étant enfant, que vos parents se sont séparés. C'est un choix tellement dur et compliqué parce qu'on aime nos 2 parents de tout notre cœur et on veut pas choisir. On a le complexe de loyauté qui est là. On vous aime l'un et l'autre tellement fort. Donc j'ai pris la personne qui était devant moi. Ça l'a été déchirant.
parce que la suite a été que j'ai pas vu mon papa pendant, près de 2 ans. Je l'ai revu à ma fête, parce qu'ils se sont séparés en plein hiver. Donc à ma fête de 6 ans, mon papa, il est venu avec, de la famille de France, donc un de ses frères, une de ses sœurs. Et là, je pensais que l'harmonie était revenue, que c'était mon cadeau de fête, que j'avais tant souhaité, espéré. Et ensuite, silence radio. Je vois mon père à peu près 1 à 2 fois par année, à Noël, dans la journée, quelques heures, et même pas à Noël le jour même, là, mais quelques jours avant, et la journée de ma fête, avant ou après, là, je peux pas vous dire. Il y a beaucoup d'émotions qui montent: colère, frustration, peine, anxiété. Vous aurez compris que j'ai dû faire face à plusieurs adaptations, plusieurs changements, plusieurs déménagements. J'ai changé 9 fois d'école. J'ai fait ma maternelle, bon, à Bois-Châtel, première, deuxième année à Stoneham. Vous aurez compris que je n'étais pas disponible émotionnellement pour faire des apprentissages. J'avais beaucoup de difficultés. Je faisais rire de moi à l'école parce que je comprenais pas. Je suçais mon pouce en classe. J'étais un petit peu rondelette, j'avais pas perdu ma graisse de bébé. Mon nom était Laetitia. Laetitia, litière à chat, bon, grosse saucisse. C'est tous des jolis termes qui m'étaient donnés à l'époque, que j'en veux pas du tout aujourd'hui, là. Je veux dire, des enfants restent des enfants dans toute leur, incompréhension, dans tout eux aussi, leurs défis, leurs difficultés. Mais bref, j'aurais dû couler ma première année. Ma mère a insisté pour que je puisse continuer. Donc en deuxième année, tant bien que mal, j'essaye de m'adapter. Très difficile. Donc ma mère, vend la maison et décide de m'envoyer dans une école privée pensionnaire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, à l'époque, on arrive là le dimanche soir et on ressort le vendredi soir. Je me revois encore avec sœur Madeleine dans le dortoir. J'ai encore l'odeur du dentifrice de pâte à dents, du dentifrice pour enfants, quand je repense à cette période-là. Je revois tous les petits lits avec les petits bureaux et tous les enfants dans leur couverture en train de sangloter et d'autres de pleurer à chaudes larmes et moi qui pleure en silence dans mon lit et qu'on se fait dire: «Chut, assez, ça suffit, dodo, arrêtez de pleurer». Je ris, mais ouf, quel souvenir. Malgré tout ça, j'ai fait la rencontre d'une enseignante exceptionnelle, sœur Bernadette, qui à l'époque a mis vraiment un baume sur mon cœur, a réellement compris ma détresse, ma peine, ma souffrance. Je me faisais encore intimider par des petites filles qui étaient pas super, qui étaient pas très gentilles, qui se moquaient encore une fois de mon nom. Et cette femme-là avait vu en moi un jour, elle va aller loin. Un jour, Laetitia va s'occuper d'enfants. Déjà à l'époque. Puis même si on retourne un peu avant, à l'âge de mes 5 ans, j'avais dit à ma mère, en première année, l'âge de mes 6 ans, pardon, j'avais dit à ma mère: «À quel âge qu'on peut arrêter l'école, hein? Parce que moi, je sais ce que je veux faire dans la vie. Moi, je veux rendre les enfants heureux. Je veux travailler avec eux. Parce que moi, je les comprends. Moi, je comprends leur douleur». Moi, je voyais déjà la douleur chez les enfants qui m'intimidaient. Je comprenais déjà leur comportement. En troisième année, quand j'étais pensionnaire, exactement la même chose. L'enseignante, sœur Bernadette, a vu en moi ça, cette lumière-là, cette force-là qui faisait partie de moi. À la fin de la troisième année, je retourne à l'école publique. Quatrième année dans une autre école. Donc, 1, 2, 3. Quatrième école. Encore du changement, encore des déménagements. Nouvelle adaptation. Je m'adapte. J'ai quand même la peur dans le ventre. J'ai quand même le stress. J'ai quand même l'ennui. J'ai quand même la souffrance qui est là, mais qui n'est pas perceptible aux yeux des autres. Parce que je souris. Mais je suis toujours pas plus disponible émotionnellement pour faire des apprentissages.
Je réussis tant que bien que mal à passer ma 4e année et on change d'école. On redéménage. Ma mère a eu plusieurs, amoureux, ayant eu elle-même un parcours très, très, très difficile. L'abandon à la naissance, bref, difficulté à être avec des personnes saines. Donc on se retrouve, à Charlesbourg, 5e année. Pour m'aider, je me souviens que j'ai écrit, des histoires qui m'aidaient à me faire du bien, qui aidaient à passer mes douleurs, mes souffrances, mes peurs. Je voyais pas plus mon papa à cette époque-là. Une fois, 2 fois et je me rappelle d'une fois où est-ce que j'affiche toutes les photos de ma mère, du mariage de mon père derrière ma porte et là, ma mère qui vient complètement hystérique en pensant que c'était une attaque personnelle contre elle et c'était juste un simple moyen pour moi de dire à ma mère: «Hey, je m'ennuie de mon père, j'en ai besoin». J'avais même appelé mon père à son restaurant pour lui dire qu'on n'avait rien à manger. Ma mère prenait ça comme des attaques pour elle, puis tu sais, je peux parfaitement bien comprendre aujourd'hui, là, mais pour moi, dans ma tête d'enfant, c'était des cris de détresse de: «Hey, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de voir mon père, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu m'accompagnes, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, que tu vas être là pour moi». Et j'étais pris dans un cercle vicieux, d'un peu d'aliénation parentale. Ta mère, c'est une ci, ton père, c'est un ça. Aujourd'hui, quand je travaille avec les familles, je sais exactement ce que les enfants vivent et j'essaye d'être la voix et de l'amener aux parents, de leur faire comprendre qu'est-ce qui se passe un peu plus en bas. Vous mettre en lumière ce qui se passe puis qu'ils font ça pas ça pour mal faire. Le comportement est la pointe de l'iceberg. C'était exactement ça dans mon cas. Mon père allait pas super bien, vous aurez compris, lui non plus. Alcool, drogue, il s'était complètement perdu. Il était serveur sommelier, donc dans la restauration, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais c'est tout qu'un monde, la restauration. Le vice, pas tous là, mais on parle des années 80-90 à l'époque. Ça y allait et je me rappelle très bien quand j'ai fait ma confirmation, mon père cette journée-là avait décidé que c'était assez et qu'il partait pour de bon au Pérou, qu'il me laissait ici toute seule sans lui, sans même m'avertir et c'était, quand il est venu, c'était pour me dire adieu. Sans même me dire adieu parce qu'il me l'aurait pas dit, mais cette journée-là, quand il est arrivé, il avait la barbe longue, les cheveux longs, ben, plus longs qu'ils avaient et je l'ai même pas reconnu. Je reconnaissais sa voix, mais je reconnaissais pas l'homme qui était devant moi. Ça a été son coup de poing qui l'a réveillé. Je venais de lui montrer que: «Hey, t'as encore une fille. Ton fils, il est mort, c'est vrai, mais ta fille aussi, elle existe. Elle est là, puis elle t'aime». C'est fou, hein, combien des fois, une simple phrase, un simple mot peut faire basculer une vie entière. Je venais de récupérer mon papa. Je venais de lui donner le coup de grâce pour qu'il puisse reprendre sa vie en main un tant soit peu. Donc lâcher la drogue pour reprendre sa vie et faire: «Hey, j'ai une fille à m'occuper». À l'époque, j'ai 11 ans. Je termine 5e. Je finis par doubler ma 6e année. C'est la première que j'aurais dû doubler, mais là, à un moment donné, j'étais plus capable. Donc on me fait doubler ma 6e année. J'arrive à la fin de ma 6e année, les notes sont encore pires que la première fois. J'aurais dû la tripler et c'est là que je dis à ma mère: «Écoute, je vais retourner au privé. Je vais retourner pensionnaire». Ça avait bien fonctionné pour moi en 3e année et je m'étais fait une amie à l'époque en 6e année, Marie-Claude. Si tu m'écoutes, je te salue. Marie-Claude vivait des choses difficiles dans sa famille et je lui avais promis que je prendrais soin d'elle et que je serais là pour elle et que l'école pensionnaire la sortirait de ce milieu-là, toxique et très anxiogène. Donc on est parties toutes les 2 au collège Marie-Moisan où on a été pensionnaires. Je me suis, liée d'amitié avec plusieurs personnes. Ça a été une année, complètement ressourçante. Bon, j'aimais pas plus être pensionnaire, mais bon. Surtout pour, la cafétéria parce que
j'ai commencé à être, anorexique à cette époque-là. Bon, j'étais pas à l'extrême, mais je perdais connaissance. OK? Marc-Claude aussi, malheureusement, on est tombé là-dedans et à la fin de cette année-là, j'habitais on avait encore déménagé entre la sixième et la secondaire 1. On était rendu dans Saint-Roch, tout près de l'usine Craveney. Il y a des condos qui sont là et j'avais des amis la fin de semaine peu recommandables, d'ailleurs. Dans une époque, vous savez, c'est l'adolescence qui commence, hein? Donc ça a été un peu plus, rock'n'roll. Mais tout ça pour vous nommer à quel point un enfant peut emmagasiner du stress, de l'anxiété, peut souffrir en silence. Et il y a des enfants qui vont crier plus fort, qui vont tempêter, qui vont mettre des actions. Quand on est pris dans le stress, dans l'anxiété, vous savez, on perd notre cerveau intelligent, ce qui fait en sorte qu'on est pris dans notre cerveau reptilien, notre cerveau de survie. On fuit, on attaque, on fige. Toute mon enfance, j'ai utilisé les 3. Je me rappelle que je faisais des actions pour attirer l'attention inconsciemment. Je voulais qu'on me voie, je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on m'apprécie, je voulais qu'on m'aime. J'avais besoin de me faire dire: «Hey, ça va bien aller». Je me rappelle à 9 ans, 4e année, on doit cuisiner une recette avec nos parents. Moi, je me dis: «Hey, je vais appeler mon père. Mon père est serveur, mon père est un excellent cuisinier. On va faire un gâteau ensemble». Mon père est arrivé le matin de cette journée-là en question, avec un gâteau tout fait. Je me revois encore devant la classe. C'est un chef pâtissier qui a fait le dessert à l'époque. Il l'a pris au très grand réputé restaurant Le Serge Bruyère, à l'époque, dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Jean, au bout de la rue Saint-Jean. Le pub Saint-Alexandre, à l'époque, c'était la maison Serge Bruyère. Un chef pâtissier extraordinaire. Un gâteau exceptionnel. Et je me rappelle de la prof Michel, Madame Michel, qui me regarde et qui me demande: «Bon, Laetitia, présente-nous ton gâteau». Et qui me regarde avec des yeux en voulant qui avait tout compris, en fait, que c'est pas moi avec mon père, qui l'avait fait, là. En tout cas, elle avait des yeux très sceptiques. Et je me rappelle que je réponds très spontanément: «Des œufs, du lait, de la farine, du sucre, du chocolat». Je me revois, là, j'ai de l'air quand même assez crédible, mais qu'à l'intérieur de moi, je pleure. Je pleure et tout ce que je voulais, c'était un moment avec mon papa. Passer ce moment-là avec lui. Je passais par une gamme d'émotions, de colère, de frustration, de peine, de détresse, d'anxiété. Et c'est là, puis en fait, ça fait tellement pas longtemps que je me suis rendu compte qu'est né mon super moi. Vous savez, l'application puis la technique que j'ai créée, que j'ai développée au courant de mes années d'hypnose, le travail que je fais avec les enfants, développer son super toi. Le super-héros à l'intérieur de soi qui nous permet de vaincre, d'affronter les différents défis, les différentes situations qui sont difficiles, qui génèrent beaucoup de stress, d'anxiété, de peur, d'émotions intenses. Le super toi vient de moi, de ma petite Laetitia, quand j'ai eu 5 ans, quand mon frère est décédé. Dans cette année-là, je vous rappelle quand j'étais vraiment toute seule, livrée à moi-même, c'est là, avec mon imaginaire, ma créativité que j'ai développée, mon super moi. Et si vous êtes inscrit sur la liste d'attente du développer son super toi, vous pouvez voir moi en super-héros, accompagné de 2 enfants. Et les 2 enfants sont réellement moi et mon petit frère Jonathan. Bien sûr, je l'ai créé avec l'IA, mais cette photo-là, elle a une signification tellement particulière pour moi, tellement puissante. Et de voir l'étincelle dans les yeux, le déclic dans les yeux des enfants que j'accompagne et des parents que je guide pour accompagner leur enfant dans développer son super toi, me ramène instantanément à toutes les fois, à moi petite, qui fait comme s'il y avait une bouffée d'oxygène qui entrait dans mes poumons et qui faisait: «Ah, c'est ça, je l'ai, je vais réussir».
Je pose cette question-là. Et si, derrière le parent que vous êtes aujourd'hui, là, il y avait encore une petite partie de vous, enfant, qui essayait de se sentir aimé, rassuré et d'être en sécurité? Est-ce qu'il y a cette petite partie-là de vous, votre enfant intérieur? Parce que dans les différents défis qu'on vit, parce qu'on en vit tous, je vous raconte mon histoire, mais vous avez la vôtre, qui est inscrite dans votre ADN. Peut-être plus intense, peut-être moins intense, peut-être remplie d'amour, peut-être remplie de détresse. Peu importe votre situation de parent, vous avez votre enfant intérieur. Une petite partie à l'intérieur de vous qui vous crie: «Hey, je suis là, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de savoir que tu m'accompagnes, tu me guides.» Moi, ma petite Laetitia à l'intérieur de moi, ça fait pas 25 ans là, qu'elle est guérie, qu'elle est en sécurité et que je la sens en sécurité. Je l'ai travaillée. Je me prends différents accompagnements, je lis différents livres pour m'aider. La mort de mon frère, je l'ai travaillé. Quand je suis devenue hypnologue, on l'a travaillé, cette partie-là de moi qui criait l'insécurité. La vôtre, qu'est-ce qu'elle crie? Parce que vous, ce que vous êtes, de quoi vous êtes façonné, a un impact sur le parent que vous souhaitez être. Et malgré tout ça, la petite fille que j'étais, qui voulait sauver tout le monde, elle a fini par s'oublier elle-même dans certaines époques, surtout à l'adolescence. Puis ça, je vais vous le raconter dans le prochain épisode. J'espère que ça fait un petit peu de sens pour vous, que ça vous ramène peut-être à vous, à votre petite ou votre petit à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous, prenez soin d'aller voir cette petite partie à l'intérieur de vous. Mon but avec ces épisodes-là, c'est pas de vous faire pleurer, c'est d'aller vous toucher. En fait, c'est de me mettre à nu devant vous et de vous montrer que ce que vous vivez, je le comprends, plus que vous pouvez l'imaginer. Et que mon rôle, comme coach, comme hypnologue, c'est de vous accompagner et à vous tirer vers le haut dans le plus grand respect de la personne que vous êtes. Manquez pas le prochain épisode. À bientôt!